En quête de la vérité. Au premier chant de la perdrix, Onkolo qui dormait à moitié et qui n'attendait que ce cri de l'oiseau, se leva brusquement. Il devait avant l'aube couvrir à pied dans la fraîcheur du matin les 20 kilomètres qui séparent son village de la grande route. Il fit rapidement une toilette sommaire, limitée à quelques poignées d'eau sur le visage et une bouchée d'eau pour gargarisme. Il mangea un quartier de toucan et but une tasse de décoction de citronnelle chaude. Il ouvrit délicatement la porte en raffia de peur de réveiller les autres membres de la famille qui dormaient dans les cases voisines. Il faisait encore nuit. Onkolo aurait bien voulu se réveiller plus tôt. Avec un bout de rotin flexible en guise de verrou, il ferma sa porte. Il jeta un coup d'œil vers la tombe de Ngondélé entre deux palmiers et se lança sur la piste, son sac en peau de bois tanné sous la main, et dit « Ngondélé, ma chère sœur, c'est pour toi que je me relance vers la ville. Il me faut en revenir riche des connaissances sur la cause de ta mort. Mon père m'a ordonné de lui apporter des informations précises et détaillées sur le sida. Je vais faire de mon mieux. » D'un pas rapide, et dans les ténèbres, Onkolo traversa hameaux et bosquets. Plongé dans ses pensées, il ne s'aperçut pas de la longueur de la piste. Les brouillards matinaux se dissipèrent progressivement. C'était bien le matin qui se levait. Le soleil de l'aurore vint au rendez-vous. Onkolo abordait ce dernier bosquet qui le séparait de la route bitumée. Il croisa un cueilleur de vin de palme, deux calebasses sur la main et un cerceau de lianes en bandoulière. Il avait l'air pressé de rejoindre son breuvage, malgré la rosée un peu trop fraîche de 7 heures du matin. S'il en revenait, je lui aurais demandé de m'offrir un peu de sève de palmier pour que mon réveil soit total, se dit Nkolo. Peu de temps après, Nkolo était sur la grande route. Le chauffeur du premier car qui passait par là accepta de le prendre à bord, bien que son véhicule fût bondé à craquer de passagers. Cette deuxième partie du voyage à l'intérieur du car fut plus pénible que les 20 bornes qu'il venait de parcourir à pied. Onkolo était mal assis pendant le reste du voyage. D'une fesse, il s'accrochait sur le strapontin d'une liasse japonaise. La jambe tendue ne pouvait se replier. La jambe pliée, quant à elle, était bloquée derrière un bagage à main glissée sous le siège. Un passager morveux, s'adressant au chauffeur, lui signifia que les voyageurs n'étaient pas des fagots de bois. Le chauffeur rétorqua. « Votre route n'a que 2 cars. Le mien est celui de Malam. Le second est en panne. Qu'auriez-vous dit si je vous refusais l'unique occasion de vous rendre en ville? Supportez la douleur. Nous n'en avons plus que pour 1 heure. Et si vous n'en pouvez plus, je vous débarque. » Le chauffeur était le seul maître de son car. Personne ne voulait être débarqué. Onkolo sentait une vague de crampes lui monter les orteils aux hanches. Il transpirait à grosses gouttes, comme les autres passagers à bord. Heureusement qu'à ce moment-là, le soleil était encore largement à l'est et il n'était pas question des rayons caniculaires brûlants de midi. Quand le véhicule abordait un tournant, les forces centrifuges exerçaient un certain poids sur les zones déjà douloureuses des pauvres passagers. On dirait qu'on ajoutait la masse de plusieurs tonnes sur les voisins de siège, pour peser aussi lourd sur les lignes courbes de la route. Heureusement au moins que celle-ci était bitumée. Plus d'1 heure après, le car arrivait à destination. Onkolo pensa au conseil de son père qui lui demandait d'interroger jusqu'aux passants. Il se résolut d'éviter le ridicule de poser des questions sur une maladie inconnue à tous les passants. Il pensa aux journalistes et se dit « Les journalistes n'ont dit que ce qu'ils ont entendu de la maladie. S'ils en savaient plus, ils nous en diront davantage. Il me faut d'abord aller chez les voisins de ma sœur. Là-bas, j'aurai quelques informations précises. » Onkolo se dirigea vers le quartier des filles de joie. Il croisa à proximité un garçon sympathique à qui il parla de feu Ngondélé. Le garçon s'exclama. « Ngondélé, je la connais. Elle est morte. » « Oui, c'était ma sœur, » ajouta Nkolo. « Nous l'avons enterrée il y a bientôt 10 jours. »
Alors que me demandez-vous? J'aimerais bien savoir si vous connaissez l'ancien domicile de ma sœur. Bien sûr, nous habitions la même rue. Nos studios étaient voisins. Suivez-moi. Onkolo se dirigeait avec ce garçon, un souteneur dans les raccourcis qui serpentent ce quartier populeux. Il était inquiet de la disponibilité du jeune homme, ignorant que c'était une aubaine, car il n'aurait pu trouver meilleur guide. Ils entrèrent chez le garçon. « C'est chez vous ici ?» reprit Nkolo. « Oui, j'habite ici. Et votre sœur habitait le studio en face, fermé à clé. »« Et qui détient la clé ?»« Sa voisine immédiate et amie. »« Pouvez-vous la faire venir, s'il vous plaît ?»« Volontiers. » Le prosénète invita Sikati, l'ami de Ngondélé, lui annonçant la présence du frère de son ami. Sikati éclata en sanglots. Le garçon comprit ce qui se passait et alla accueillir Sikati au seuil de la porte. Elle s'assit. « Je suis le frère aîné de Ngondélé, » fit Nkolo. « Moi, je m'appelle Sikati, l'ami de votre sœur. Nous étions de bonnes amies, voisines de chambre et compagnes de tous les instants. Sa mort m'a démembrée. » Nkolo se leva et alla sécher les larmes de Sikati, toujours sous le coup de la nouvelle émotion. « Votre ami a été enterré, il y a 10 jours. On m'a parlé d'une de ses amies intimes que je crois être vous, et j'ai tenu à vous rencontrer pour avoir les derniers souhaits de ma sœur. Veuillez ouvrir votre cœur à moi, et n'ayez pas peur de me dire tout ce que vous savez de la mort de votre amie. J'ai été si attachée à Ngondélé que je suis prête à vous dire tout ce que je sais d'elle et de sa mort. En réalité, nous ne savons pas de quoi elle est morte. Son médecin est la seule personne qui peut vous en dire long. Elle a commencé par une diarrhée grave. Elle est tombée dans un état de choc. Transportée à l'hôpital, elle n'est plus jamais revenue. On lui a découvert une tuberculose. Elle a passé plus de 6 mois en hospitalisation. Avait-elle des histoires avec quelques voisines? Pas du tout. C'était une fille gentille. Y a-t-il eu des problèmes de jalousie autour d'un client? Pas du tout. Y a-t-il eu des problèmes de sorcellerie la concernant? Non. Et rien n'a filtré sur son diagnostic pendant l'hospitalisation? Pas grand-chose. En dehors de la tuberculose, on parlait du sida. En réalité, les visites étaient filtrées à l'hôpital. C'est-à-dire? C'est-à-dire au cours d'une visite que j'ai pu effectuer à son chevet, et c'est maintenant que j'y repense. Elle m'aurait dit qu'on lui a trouvé une maladie grave et rare. Et le nom de la maladie? La tuberculose, dis-je, et peut-être le fameux sida. D'autres femmes ont-elles déjà été victimes de cette maladie parmi vos amis? Je ne peux rien vous dire dans ce sens. Nous avons toujours été atteintes de maladies. Une diarrhée, un coup de paludisme, une fièvre comme tout le monde. Parfois une maladie vénérienne et tout rentrer dans l'ordre après un traitement approprié. Nous pouvons aussi mourir comme tout le monde. Pourquoi posez-vous toutes ces questions? Pensez-vous que nous avons un poison ici? Non, il ne s'agit point de poison. Vous savez que ma sœur goûtait à de la drogue, et je pose la question de savoir si la drogue fumée ou injectée pouvait donner les symptômes tels que ce qu'a présenté Ngondélé. Monsieur Nkolo, je vous réponds gentiment à ces sujets parce que c'est vous. J'ai aussi touché à la drogue, peut-être plus que Ngondélé, et je me porte bien. La radio et la télévision parlent d'une nouvelle maladie qu'on appelle le sida et qui décimerait toutes les prostituées. Laissez-moi vous dire qu'aucun cas de sida n'a jamais été diagnostiqué parmi nous. Ngondélé est morte de quelque chose, peut-être de sida, mais personne ne sait comment cette maladie se manifeste. Toutes les filles ici se portent bien. Alors ne vous inquiétez pas pour ce métier qui est le nôtre. Ce qu'a exercé votre sœur, ne vous inquiétez pas non plus des stupéfiants. Les gens accusent les filles de prostitution. En réalité, c'est des filles dignes comme tout le monde. Elles sont aussi utiles dans la société. Mademoiselle Sikati, je vous remercie d'avoir été aussi franche. J'ai bien compris que vous ne savez pas de quoi est morte Ngondélé, que vous êtes sceptique quant à l'existence du sida dont les médias parlent,
que toutes les filles se portent bien ici et que la drogue n'est pour rien à la mort de ma sœur. Au nom de votre amitié pour Ngondele, prenez-moi comme votre frère et ne soyez pas surprise dans quelques mois de recevoir une invitation de notre famille. Volontiers, je m'y rendrai, surtout que j'ai manqué d'assister à l'enterrement. Une fois de plus, merci, et au revoir, Sikati. Au revoir, monsieur Nkulu. Nkulu ne put revoir le gentil prosénète qui était reparti en promenade. Il ferma quand même sa porte. Il était déjà midi. Nkulu n'avait pas vu le temps passer. Il ruminait plutôt la conversation qu'il venait d'avoir avec Sikati. Il s'aperçut avec grande émotion l'attitude d'ignorance et de rejet que les prostituées ont vis-à-vis du sida, au cours de la pratique de la prostitution. L'usage de la drogue injectée ne semble pas les inquiéter. L'enseignement dispensé par les médias et le corps médical à ce sujet semble leur être que pure tracasserie. Ngondele morte du sida ne serait pour Sikati qu'une machination. Le caractère contradictoire des déclarations de Sikati sema la confusion dans la tête d'Nkulu. Ce dernier pensait qu'en ville et chez les prostituées, il devait se trouver une certaine prise de conscience qui, à défaut de l'abandon de la prostitution, pousserait les filles libres à adopter des attitudes prudentes qui les protégeraient de l'infection et qui mettraient à l'abri les aventuriers des conquêtes faciles. Nkulu, bien que n'ayant pas faim, alla casser la croûte dans un coin de la rue où du pain et du haricot étaient vendus à l'heure du déjeuner. Dans l'après-midi, Nkulu se rendit à l'hôpital de Sek. Son deuxième hôte était le docteur Detomba, à qui il expliqua le but de son voyage. Les deux hommes s'étaient rencontrés 12 jours plus tôt, lorsqu'Nkulu venait retirer de la morgue le corps de sa sœur. Cette fois-là, le docteur avait révélé le sida comme étant la cause de la mort de Ngondele. Cette fois-ci, Nkulu voulait en savoir plus. Devant le cabinet de consultation du médecin, Nkulu attendait son hôte qui effectuait une visite rapide chez les malades hospitalisés. À son retour, il reçut Nkulu. Dans toute sa disponibilité, le docteur Detomba lui brossa l'essentiel de ce qui était connu du sida. Il s'agit du syndrome d'immunodéficience acquise, au cours duquel le virus cause détruire les cellules de défense de l'organisme. La conséquence est alors la vulnérabilité de l'organisme, ainsi affaibli à d'autres maladies. « Est-ce vrai que ce virus vient d'Afrique » demanda Nkulu. Ce virus proviendrait vraisemblablement d'un certain singe de nos forêts. Certaines hypothèses s'opposent à cette affirmation. À propos de la transmission, docteur, y a-t-il des groupes sociaux à risque et quels sont les modes de transmission? On a toujours pensé que les homosexuels, les prostituées et les drogués qui se shootent l'héroïne étaient des personnes les plus exposées. Cela n'a été valable qu'à court terme. Au moment où l'on considère ces groupes sociaux comme à haut risque, à long terme, la population entière devient à risque, puisque tout le monde peut être victime de ces pulsions sexuelles en aventure. Tout le monde peut subir une transfusion de sang. Pour venir à votre deuxième question, les modes de transmission sont sexuels, par voie normale comme par voie contre nature. La transmission est possible au cours d'une injection avec du matériel souillé ou au cours d'une transfusion de sang contaminé. La transmission materno-fœtale a surtout lieu lors du passage du fœtus à travers la filière génitale basse de sa mère, donc à la naissance. Vous comprenez que l'usage de tous les objets blessants contaminés peut transmettre le virus. Les gens qui font la chasse aux singes, ou qui en mangent la viande, ou qui les apprivoisent, sont-ils plus exposés que les autres? Aucune étude scientifique n'a montré de différence entre ce groupe que vous citez et les autres. J'ai envie de dire que ce groupe de personnes ne risque rien en chassant ou en mangeant du singe à la viande bien cuite. Si le virus est venu d'un singe, comment a-t-il contaminé l'homme? Le mode de transmission du singe à l'homme n'est pas connu. A-t-on vraiment trouvé le virus du sida sur le singe? Des recherches ont été faites et auraient trouvé sur le singe un virus qui lui ressemblait. Si ce n'était qu'une ressemblance, cela suppose que l'erreur était possible. Ce virus pouvait bien provenir d'un lieu non encore identifié, puis pouvait secondairement infecter le singe et le rendre réservoir, comme l'homme le devient aujourd'hui, contre toute attente.
Monsieur Nkolo, je ne puis vous donner entièrement satisfaction. Vos questions relevant du domaine de la recherche. Voulez-vous faire la recherche sur le sida? Non, je n'ai que mon certificat d'études et je ne peux avoir la prétention de mener des études dans un domaine aussi difficile pour mon niveau de connaissance. Je voudrais tout simplement m'instruire sur la maladie pour l'information de ma famille qui se déchire sur la cause de la mort de ma sœur. Ah, comme vous savez lire, ce que je vais faire pour vous, c'est vous donner accès sur la plupart des documents publiés sur le sida. Par ce biais, dans la bibliothèque de l'hôpital, sur les rayons sida, vous serez en possession de l'essentiel des informations émises par les chercheurs mondialement connus sur la question. Vous aurez des conclusions de nombreux médecins, de nombreux savants, concernant les sujets séropositifs et même les malades proprement dits du sida. Avant de me rendre à la bibliothèque, docteur, êtes-vous toujours convaincu que ma sœur est morte du sida? Absolument. Les tests les plus fiables l'ont confirmé plusieurs fois. Écoutez, docteur, veuillez m'éviter d'aller fouiller dans la bibliothèque. Je comprends mieux quand vous m'expliquez certains détails sur la nouvelle maladie. Je m'aperçois d'ailleurs qu'il m'est inutile d'aller interroger les journalistes, puisque vous savez davantage de choses sur la maladie qu'eux. D'accord, monsieur Nkolo. Mais la bibliothèque vous sera toujours utile. Rendez-vous-y. Je me chargerai de vous expliquer les passages qui vous auront échappé dans vos lectures. Je vais suivre votre conseil, docteur. Nkolo venait de passer sa 2e journée dans les rayons de la bibliothèque de l'hôpital de Sék. Il était submergé de documents riches d'informations. Il faisait à chaque fois que cela était possible des rapprochements entre ce qu'il apprenait dans les écrits et la maladie dont Ngondélé est morte. Certains signes et symptômes concordaient parfaitement. Chaque malade était unique dans son cas. Entre les sujets atteints ou morts d'une même maladie, il est toujours noté des différences. De telles variations sont habituellement liées à l'âge, au sexe, à la race, au poids du malade, à l'état de nutrition, à l'environnement climatique et familial, à la charge infectieuse, aux contaminations, au psychique, puis à d'autres facteurs liés au mode de contamination. Nkolo venait de lire plusieurs dizaines d'articles et des centaines de phrases dont il avait noté quelques extraits intéressants. Il s'aperçut que le monde entier était informé de la terrible maladie. Des recherches s'effectuaient déjà en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. Nkolo découvrit même qu'au Cameroun, les cas de sida étaient déjà publiés. Il comprit alors que cette maladie, qui venait d'emporter sa sœur, était surveillée dans le monde entier en même temps qu'elle était ignorée et niée dans son propre village. Nkolo pensa à son oncle Ofas, qui s'opposait farouchement aux informations dignes de foi que lui apportait le jeune Ayémé sur la maladie. Nkolo pensa aussi aux après-discussions qui ont soulevé des passions chez les habitants de Kolesuma au sujet de la cause de la mort de Ngondélé. Nkolo revit dans sa tête oncle Ofas dire « Jamais sida n'a été diagnostiqué de maladie. » La petite tête d'Nkolo bouillonnait de questions. Intérieurement, il se dit « Comment tant de choses ont-elles été dites sur le sida, sans que les habitants de mon village en soient au courant? Comment osait-il penser que jamais sida n'avait été diagnostiqué de médecin ?» Au bout du 3e jour de fouille dans la paperasse, Nkolo retint parmi plusieurs conclusions que l'origine du virus dans une race de singes africains n'était qu'une hypothèse, qu'aucun véritable traitement curatif n'était encore mis au point, que la découverte d'un vaccin serait la meilleure solution pour une protection de masse, bien que le reste de la population ne soit pas totalement épargné, que la vulnérabilité de l'Afrique est accrue par les facteurs socio-économiques et le libertinage sexuel, que le rôle des médias demeure incontournable dans un environnement où l'on est encore au stade du doute pour la plupart sur l'existence ou non de la maladie. Après ces dernières conclusions, Nkolo décida de quitter la bibliothèque pour aller compléter ses connaissances auprès du docteur Détomba. Il traversa d'un pas assuré les jardins fleuris, longeant les salles d'hospitalisation de pédiatrie, monta les marches de l'escalier en face du bureau du docteur Détomba. Il frappa de 3 tocs la porte, et un entrée résonna de l'intérieur. Nkolo, tournant la poignée de la porte, entra. « Bonjour, docteur »,
fit Nkolo en prenant place. « Bonjour, monsieur Nkolo. Avez-vous trouvé ce qu'il vous faut ?»« J'ai l'essentiel. Je reviens juste compléter certains détails. »« Allez-y, monsieur Nkolo. Je dispose d'un peu de temps pour vous. »« Que signifie HIV, docteur ?» HIV est tout simplement l'abréviation en anglais de Human Immunodepressive Virus, ou virus qui infecte l'homme en lui réduisant les défenses immunitaires face aux agressions surtout infectieuses. Si les défenses sont diminuées, de quoi meurt le malade? Le malade meurt d'une infection microbienne, virale ou parasitaire qui vient s'ajouter sur un corps déjà fragilisé par le VIH. Il meurt de cachexie, c'est-à-dire d'amaigrissement, de déshydratation causée par la diarrhée, du manque d'appétit, d'anémie et du mauvais fonctionnement de l'ensemble de ces cellules agressées par le virus et la misère physiologique. Il faut bien retenir que le virus du sida, en même temps qu'il diminue les résistances de la personne qui le porte, agit aussi comme une infection. Le virus HIV lui-même cause ses propres dégâts. Il atteint de nombreux tissus en même temps qu'il laisse pousser les germes opportunistes responsables d'infections multiples. Que signifie germe opportuniste? Ce sont des bactéries, des virus, des champignons ou d'autres parasites qui profitent de l'état de fragilité du malade sidéen pour se développer. Les mêmes germes ne se développent pas facilement sur un individu sain dont les défenses sont intactes. Pouvez-vous me donner un exemple de germe opportuniste? Bien sûr. Le bacille de Koch, qui est le germe de la tuberculose, peut devenir opportuniste. Il infecte facilement le sidéen. Votre sœur a souffert de tuberculose. Les parasites et d'autres virus peuvent devenir opportunistes de la même manière, atteignant le cerveau. Votre sœur est tombée dans un coma mal expliqué. Elle a dû développer une méningite à germe opportuniste. Tous les tuberculeux sont-ils donc porteurs du virus du sida? Non, ne comprenez pas cela de cette manière. Les tuberculeux ne sont pas sidéens, mais le sidéen fait facilement la tuberculose, parce qu'il n'arrive pas à résister face à de petites quantités de bacilles de Koch qu'une personne normale élimine avec ses défenses propres lorsque celles-ci sont intactes. Combien de temps avez-vous passé, docteur, pour retenir tous ces détails sur le sida? Les médecins lisent régulièrement l'actualité scientifique. Ce que vous prenez pour les détails n'est que l'essentiel de mes lectures. Le sida ne constitue qu'une maladie qui est venue se greffer parmi des centaines d'autres que le médecin a apprises pendant plusieurs années d'études. Quand Nkolo, riche de tous ses enseignements, les eut répertoriés, il décida de retourner rendre compte à son père. Il remercia le docteur Detomba, se leva, serra la main du médecin et s'en alla. La mission d'information d'Nkolo y durait moins d'une semaine, et la somme des connaissances acquises sur la maladie qui a tué sa sœur fut au-delà des espérances. Au pas de course presque, Nkolo se dirigea vers la gare routière des véhicules qui font la ligne d'Nkolmesuma. Il ne passe pas devant sa porte. Une partie du voyage devait donc se faire à pied. Seuls des événements importants comme le transport du corps d'un Ngondélé par un corbillard peuvent pousser un chauffeur à aller cahoter sur les 20 km qui séparent Nkolmesuma de la route bitumée au trafic abondant. Il est 16 heures. Nkolo venait de prendre place à l'arrière du dernier hop-up en fin de chargement. Quelques minutes après, le véhicule démarra. Au crépuscule, 2 heures de voyage après, Nkolo était débarqué sur le carrefour qui conduisait dans son village. Content de sa mission, il se lança à pied sur la route. 20 km, c'est 3 heures de route, et à ma vitesse, je dois arriver avant que tout le monde ne soit couché. Dans la fraîcheur du soir, le voyageur solitaire fonça dans les ténèbres de la nuit tombante. La traversée des bosquets ne manqua pas de lui créer quelques frayeurs. Le clair de lune, heureusement, venait au rendez-vous. Il se souvint du cueilleur de vin de palme qu'il avait rencontré le matin de son voyage pour Sec. Il se rendait plutôt vers ces troncs des calebasses vides. Si une telle occasion se présentait maintenant, se disait Nkolo, j'irai avec lui avaler quelques gorgées. Dans les hameaux au passage, les hommes en pleine causerie sous un manguier lui redonnaient un peu d'assurance. Ici ou là,
les enfants prolongeaient leur jeu de la journée dans la cour éclairée par la demi-lune. Dans les cuisines, Onkolo pouvait entendre le bruit du pilon dans le mortier et la nature de l'aliment pilé était identifiable. Le plantain pilé donne un bruit sourd. Les noix de palme émettent un son aigu, celui de l'arachide est plutôt mat et grinçant. Les appels en sirène, coucou, coucou, plein de sympathie, que les mamans adressaient à leurs petits dans la nuit, n'étaient qu'une invitation au souper. Onkolo comprenait tout cela. Il est né dans ce milieu. Tous les villages sont les mêmes. « Il faut que j'arrive vite », se dit-il. Il pressa davantage le pas. Les kilomètres s'égrenèrent. Au dernier tournant, il put observer sur l'écran gris du ciel étoilé le grand cocotier du coin du village. Les lampes à huile en Kolosuma éclairaient encore les paillotes enfumées. Dans la construction de son père, il entendit encore les causeries suivre leur cours. Il frappa à la porte de son père, s'annonça et entra. Le vieux Feugueux, qui avait reconnu la voix de son fils, vint à sa rencontre au milieu de la salle en trébuchant. « Bonne arrivée, mon fils !» fit-il. « Merci, papa. »« As-tu bien voyagé ?»« J'ai bien voyagé. L'OPAP m'a déposé au goudron vers 18h. J'ai dû presser le pas pour vous retrouver encore éveillé. »« Tu as sûrement faim ?»« Oui, papa. » La femme d'Onkolo se dirigea vers sa cuisine. « Et ton voyage ?»« Il s'est très bien passé. »« Très bien, mon fils. Demain, fit Feugueux, tu informes toute la famille des nouvelles de ton village. Pour le moment, tu vas te reposer après ton repas. »« Oui, papa. À demain. » Onkolo alla retrouver sa femme dans sa cuisine. Un repas de roi lui est servi. Un morceau de vipère enfui dans une forêt de légumes d'hiver, le tout baignant dans de l'huile de karité. Du plantain à moitié mûr et pilé accompagnait le repas. Une demi-calebasse d'eau fraîche était déposée à portée de main d'Onkolo. Sa femme, rayonnante de bonheur, était heureuse de revoir celui pour qui elle était en Kolmesoma. Onkolo lui avait manqué pendant 5 jours. À la fin du repas, Onkolo fit un bref aperçu de son voyage à sa femme et remit la totalité des détails au lendemain, en présence de tout le monde. Toute la famille était mise au courant malgré la nuit. Comme la coutume le veut, tout le monde allait se retrouver le lendemain pour ce grand rendez-vous si attendu. La nuit était vite passée. Feugueux s'était levé tôt. Il se dirigea vers le vieux tam-tam aux lèvres lessivées par l'usure. Cet instrument de musique des grands jours de fête était cette fois-ci choisi, non pour le rythme endiablé qui délie les hanches, mais pour inviter les foules. Armé de 2 baguettes en bois d'aboué, Feugueux se mit à battre le tam-tam avec une agilité digne de la vieille école. Le message était clair. Fils et filles de ce village, voisins et amis, Onkolo, fils de Feugueux, est rentré de mission. Venez l'écouter, n'attendez plus, venez dès que vous recevez ce message. Ceux que l'autre côté de la rivière n'ont plus qu'à prendre la pirogue. Ceux des champs n'ont plus qu'à prendre les sentiers. Le message est important, venez nombreux, venez nombreux. Feugueux déposa les baguettes. Le vieux fauteuil sur lequel s'était assis Akoko était remplacé par un lit en bambou. Des chaises, de gros morceaux de bois de chauffage, ainsi que toute autre forme de siège et de natte, furent transportés de toutes les cases pour offrir une place assise au maximum d'invités. Un grand demi-cercle était ainsi préparé dans la cour de Feugueux. La seule famille de Feugueux commençait déjà à peupler la place. Les voisins immédiats venaient s'y ajouter. 3/4 d'heure après, la concession de Feugueux était bondée de monde. Ceux qui n'avaient pas pu décoder la totalité du message transmis à l'aide du tam-tam, mais qui ont quand même saisi l'appel, interrogés ici et là sur l'objet de l'invitation. On leur soufflait avec une certaine délicatesse l'objet et l'importance de la réunion.
Il s'agit des informations dignes de foi, cette fois-ci, au sujet de la mort de Ngondélé, la fille d'Ébène, décédée en ville et qui a été enterrée il y a une quinzaine de jours. Quand la foule fut nombreuse, Feugue se leva, exigea le silence, s'avança au centre du grand cercle formé par les invités et dit « Je vous ai fait venir de bonne heure pour vous éviter de vous rôtir au soleil en mi-journée. Mon fils Nkolo est rentré de sec. Je lui passe la parole pour nous donner toutes les explications qui nous ont tant manqué sur la cause de la mort de ma fille Ngondélé. » Nkolo se leva et prit la parole. « Chers oncles et tantes, frères et sœurs, je sors de loin. » La foule prêta davantage l'oreille. « Je remercie vivement l'oncle Ofacé d'être là aujourd'hui, car je vais donner une réponse aux questions qu'il posait à Ayeme avant l'enterrement de Ngondélé. » Un silence à nul pareil envahit la foule. Tout le monde était si calme qu'il était possible d'entendre respirer un bébé. J'ai rencontré les voisins de quartier de Ngondélé. J'ai rencontré son médecin. J'ai aussi lu beaucoup d'écrits. Ngondélé n'a pas été empoisonnée. Elle n'est pas morte de paludisme. Souvenez-vous de la maladie qu'Ayeme vous avait annoncée ici il y a 2 semaines. Beaucoup de gens ne se souvenaient plus de rien. Je ne vais pas tirer en long. Ayeme nous avait parlé du sida. J'ai tenté ce jour-là d'abonder sans succès dans le même sens, puisque le docteur m'avait parlé de ce diagnostic, lorsqu'il me livrait le corps de ma sœur. De vous tous ici présents, personne n'a cru à la maladie. Aujourd'hui, croyez-moi, le sida existe. Ngondélé en est morte. J'ai lu dans beaucoup de livres. J'ai complété mes informations auprès du docteur. Le sida tue. Il s'agit d'un virus. Il se transmet, comme Ayeme a tenté de vous l'expliquer, par des objets coupants ou piquants souillés. Il se transmet sexuellement comme le gonocoque. Il est transmis au fœtus par sa mère, surtout à la naissance. Cette série de révélations est indiscutable. Quelqu'un dans la foule interrompit Nkolo. « Qu'entends-tu par objet coupant ou piquant ?» Les objets coupants sont les couteaux ou les lames de rasoir. Quand ils ont été souillés par du sang d'un malade, en vous blessant, vous êtes exposé à la contamination par le virus. Dans ce village, un même couteau est utilisé dans la circoncision de plusieurs garçonnets et de génération en génération. Vrai ou faux? Vrai. En chœur, toute la foule. Les objets piquants sont les aiguilles pour injection intraveineuse ou intramusculaire. Cette situation nous guette dans les hôpitaux et dispensaires, où le même matériel d'injection peut être utilisé pour plusieurs personnes. Ici au village, pour extirper les chics, nous utilisons le même bambou pour plusieurs. Vrai ou faux? Vrai. Toute la foule en chœur. Le sida peut ainsi contaminer plusieurs personnes. Le même piquant du porc-épic, toujours gardé entre les nattes de raffia du toit, est utilisé dans l'extraction des épines de toutes les plantes des pieds de ce village. Vrai ou faux? Vrai, reprit la foule en chœur. Nkolo était surpris de son éloquence ce jour-là. Il était surtout émerveillé de constater que même oncle Ofas acquiesçait de la tête tout ce qu'il disait. Les habitants de Kolosouma n'avaient besoin que d'une chose, tout apprendre sur le sida de la bouche de celui qui n'aurait effectué une mission en ville que pour ça. Avide de savoir, la foule était étrangement réceptive. « Pour la mort de ma fille ?» demanda Eva. « S'est-il aussi agi d'objets tranchants ?» « Nul ne sait, » répondit Nkolo. Elle usait de la drogue injectable. Elle était aussi fille libre. Elle aurait pu être contaminée par la voie des piqûres, mais plus probablement par contact sexuel. « Il reste un point obscur, » rétorqua oncle Ofas. « L'autre jour, Ayeme disait que la maladie est transmise par les singes. Nous avons beau lui expliquer que nos singes n'avaient jamais rien transmis à personne. Qu'en dis-tu » ? Oncle Ofas, ce sujet est celui sur lequel j'ai interrogé le docteur Detomba. Des études par des savants ont été faites à la recherche des preuves de la contamination de l'homme par le singe. Aucune recherche n'a été concluante. Alors le singe a été disculpé.
Le singe disculpé est bien le singe africain qui a été l'objet d'accusation. Assurément, oncle Ophace. Ça ne suffit pas encore, mon fils. En accusant à tort le singe africain, n'était-ce pas une accusation indirecte de l'homme africain? Cela n'a pas été dit. Le monde entier est aujourd'hui d'accord que nos singes n'y sont pour rien. La maladie du sida a atteint les Africains, mais aussi en même temps les habitants d'autres continents. Plus personne ne parle de l'Afrique en termes de berceau de maladie. Le monde entier en souffre. Quel conseil nous donnes-tu alors pour nos rapports sexuels? Tous les jeunes gens, filles ou garçons, qui ne vont plus à l'école, doivent se marier pour éviter le vagabondage sexuel. La fidélité dans la vie du couple en restera la règle d'or. En cas d'adultère, on prend des risques qui peuvent décimer le couple. Et en polygamie? Elle existe, on ne peut pas l'interdire. Mais même dans la polygamie, il faut beaucoup de fidélité, car toute personne infectée devient un maillon de la chaîne de transmission et met en péril le foyer polygamique. Si Ngondele est morte, cela suppose qu'il n'y a pas de traitement curatif jusqu'à ce jour. C'est pour cela que, faute de médicaments, nous devons éviter les risques de contamination. En étant sexuellement disciplinés et en évitant un matériel coupant ou piquant collectif dont les scarifications, les tatouages, les incisions d'abcès, les extractions de chic ou d'épines, la circoncision, l'excision qui désormais est interdite et condamnée. Fils, j'ai bien compris cette fois-ci. Nous n'avons aucune autre raison de discuter. Nous avons vu notre fille morte de cette maladie. Nous avons entendu de la bouche de notre propre fils les secrets de cette maladie. Nous pouvons continuer à manger nos singes. S'il n'y a plus de questions dans l'assistance, nous pouvons disposer en nous donnant pour mission de diffuser et de faire diffuser ce que nous avons appris du sida à travers nos villages. Il faudrait insister sur le rôle que devra jouer chacun dans notre société. La nouvelle guerre qui s'instaure aujourd'hui consiste à rediscipliner nos mœurs et comportements sexuels. Le contrôle du libertinage sexuel est fondamental car il est notre voie principale de contamination. Les hôpitaux sont en train de contrôler systématiquement les dons de sang et la stérilité des instruments d'opération et d'injection. La transmission materno-fœtale sera elle-même prévenue avec la protection des femmes et des enfants à naître. La protection des femmes sera le résultat de la protection des rapports lors des aventures sexuelles. Une telle prudence protégera les hommes et par ricochet la société entière. Un individu qui se protège prend ainsi soin de son entourage, de sa communauté, de la société, du pays et de l'humanité. Il s'agit d'un effort de chacun pour le bonheur de tous. Quand tous, nous nous serons accommodés à ces nouvelles exigences, chacun vivra le bonheur d'une santé protégée. Un malade qui meurt de sida est un maillon de la chaîne de transmission qui se brise. Cette brisure ne constitue pas la fin de la transmission si le malade a dû contaminer d'autres personnes au préalable. Briser la chaîne de transmission signifie éviter d'être contaminé ou de contaminer. Il n'y a aucune libération à contaminer volontairement d'autres personnes pour se venger. Un patient de VIH positif qui s'ignore est à moitié pardonnable de contaminer une personne saine. Un patient averti qui contamine criminellement d'autres personnes est condamnable. Le mot n'est pas assez fort. Il mérite la potence.